Le cyberharcèlement est un des plus grands fléaux de notre époque. D'après une étude, plus d'un jeune sur trois est exposé à du contenu cyberviolent en ligne. Mais il y a des solutions qui existent, et certaines de ces solutions reposent sur de l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais rencontrer deux chercheuses du laboratoire I3S, qui est un laboratoire du CNRS et de l'Université Côte d'Azur. Elles sont spécialisées en intelligence artificielle et notamment en traitement du langage naturel. Alors avec l'explosion des échanges digitaux, il est encore plus facile aujourd'hui de se cacher derrière un pseudo, de se cacher derrière un faux compte pour cyberharceler des personnes. Et d'après l'UNESCO, la proportion d'enfants de 9 à 16 ans exposés au cyberharcèlement est de 12%. C'est absolument énorme, ça représente plus d'un enfant sur 10. Alors bien sûr, le cyberharcèlement, il trouve parfois aussi son terreau dans des salles de classe comme ça, dans des collèges, lycées. Mais pas que. 63% des 20-24 ans déclarent avoir déjà subi une situation de cyberharcèlement sur les réseaux. Mais alors quoi faire? Il faut savoir qu'il existe 4 types de prévention pour le cyberharcèlement. Le pilier juridique, éducatif, technologique et communicatif. Alors bien sûr, aucune de ces méthodes mises en place individuellement donne de bons résultats. Il faut combiner les 4. Mais dans cette vidéo, on va surtout s'arrêter sur le 3e pilier, le pilier technologique, pour voir comment l'intelligence artificielle peut nous aider à prévenir, détecter et remédier aux situations de cyberharcèlement. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'avec les données aujourd'hui, les algorithmes, on est capable de lutter contre les situations de cyberviolence sur les réseaux. Alors il existe déjà des outils d'IA permettant de détecter des discours haineux, des discours injurieux, racistes, voire homophobes sur les réseaux. Mais la plupart de ces outils sont en anglais, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas tenir compte des situations contextuelles, parfois même culturelles, de certains pays hors de l'anglais. Parce qu'en fonction des langues parlées, vous allez avoir plus ou moins de subtilité, des métaphores, de l'ironie, de l'humour propre à un pays, propre à une langue. Ça, les modèles entraînés uniquement sur des données en anglais ne vont pas forcément le voir. C'est pour ça qu'il est hyper important en fait de mener des études, de mener des recherches sur plus de langues. Et c'est notamment ce que font les deux chercheuses qu'on est venu voir ici sur le campus Sofiatech. Parce que ce qui fait qu'une situation est du cyberharcèlement, ce n'est pas uniquement les messages échangés. Ça va être par exemple la récurrence des messages. Qui envoie un message à qui? Parfois même les emojis. Alors vous l'avez compris, il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu pour désigner qu'une situation est du cyberharcèlement. Sachant que le cyberharcèlement, ce n'est pas uniquement des injures, c'est beaucoup de situations différentes. Et la bonne nouvelle, c'est que pour capter l'intégralité de ces situations et pour les détecter, les données, les algorithmes sont là pour nous aider. Avec des résultats très intéressants. Alors mais avant d'avoir de bons modèles d'intelligence artificielle qui permettent de détecter tout ça, il faut de bonnes données. Il n'y a pas de bons modèles sans de bonnes données d'entraînement. Mais alors, quel type de données sont intéressantes? Alors, comme vous l'imaginez, on va surtout s'intéresser à des données de messages sur les réseaux sociaux, comme Twitter, Facebook, Instagram. Mais vous vous doutez bien que la plupart de ces échanges, de ces messages, sont confidentiels. Et donc, en vérité, il existe assez peu de bases de données intéressantes. Mais encore une fois, on ne va pas s'intéresser que aux messages, on va s'intéresser à la récursivité, à la place des personnes qui échangent dans un grand réseau. Mais pour nous expliquer tout ça, on va tout de suite rejoindre les deux chercheuses, Serena et Elena, qui vont nous expliquer les travaux qu'elles ont conduits sur tout ça. Allez, c'est parti. Je suis Serena Villata, je suis chercheuse au CNRS et je travaille en intelligence artificielle. Je m'appelle Elena Cabrillo, je suis enseignante-chercheuse à l'Université Côte d'Azur et je m'occupe d'intelligence artificielle. Quelles données vous avez utilisées exactement? Donc en fait, on utilise plusieurs sources de données et elles sont mises en disposition à toute la communauté de traitement automatique du langage, parce qu'en fait, on n'est pas les seuls à travailler sur cette thématique, mais il y a aussi des autres chercheurs qui travaillent sur qui abordent cette thématique. Et du coup, les données sont mises à disposition et extraites de Twitter, de Facebook, de Instagram, selon les différents défis qui sont proposés aux chercheurs dans ce domaine. Les plus grandes, en fait, elles sont sur Twitter justement parce que les données sont publiques. Ouais, c'est ça qui est intéressant, je crois, dans le monde de la recherche, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que les bases de données, il vaut mieux utiliser des bases de données partagées pour permettre en fait que chacun puisse évaluer sur la même base ses travaux en fait. Oui. Et ça, c'est hyper important dans le monde de la recherche. Ça, on le fait tout le temps parce que chacun développe des algorithmes et après, pour être sûr qu'un algorithme soit meilleur qu'un autre en termes de performance, justement, il faut le comparer sur le même benchmark, on dit ça. Et donc, on utilise exactement les mêmes données. Et est-ce que vous avez essayé de récupérer vous-même vos bases de données? Mais après, on a tous des problèmes de stockage de ces données-là. Même si après, nous, en perso, on peut les récupérer. Après, on ne peut pas les stocker dans l'INRIA, etc. Parce qu'il faut qu'elles suivent vraiment toutes les règles GDPR, etc. C'est la RGPD. Oui, RGPD, c'est ça. Oui, parce que vous êtes soumise aussi à la RGPD en tant que chercheuse. C'est ça. C'est ça, les gens, ils ont tendance à comprendre RGPD que Google, Facebook, etc. Nous aussi. Bah oui. Donc, pour avoir des bonnes données pour les Français, on fait des expérimentations dans les écoles, dans lesquelles, effectivement, on récolte les données, on met les étudiants dans des situations, on leur fait jouer des jeux de rôle,
dans lesquels justement on leur demande de jouer des scénarios de harcèlement. Et chacun interprète un personnage, ils sont sur des chats, ils sont complètement anonymes. Avec la sociologue, on a mis en place tout ça. C'est-à-dire que vous avez travaillé avec une sociologue pour mettre en place la méthodologie pour ça. Les questionnaires qu'on fait compléter aux étudiants au début, avant de commencer à jouer les jeux de rôle, et après aussi comment décrire les jeux de rôle pour faire en sorte que ce soit, disons, parlant pour les étudiants dès cet âge, genre collège, lycée. Vous avez récupéré combien de données comme ça? Alors pour l'instant, on a fait des expérimentations dans 3 écoles, 2 classes pour chaque école. Donc on commence à avoir quelques données. Vous êtes beaucoup attaché aussi à le développer dans d'autres langues en vérité, dans le cadre aussi d'un effort européen. Je crois le projet CRIP, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, aussi dans les projets CRIP, on a commencé à travailler avec les données en anglais parce que c'est aussi, on a plus de données disponibles et déjà annotées comme celles dont Elena vient de parler. Du coup, dans les défis, il y a des données annotées en anglais qui sont proposées pour tout le monde. Mais on a aussi attaqué d'autres langues, notamment l'allemand et l'italien, parce qu'on avait des partenaires allemands et italiens dans les projets CRIP, l'espagnol aussi, et en ce moment, justement, dans les projets OTESIA, on est en train d'attaquer les Français. Et notre objectif était vraiment pas juste d'avoir des super performances dans la détection, disons, des messages haineux sur une langue, mais d'avoir une solution, un algorithme que nous on dit robuste, c'est-à-dire qui marche plutôt bien sur plusieurs langues. Parce que finalement, les réseaux sociaux, elles sont sur plusieurs langues, du coup, il faut le prendre en compte. Alors vous l'avez compris, les données de messages, de commentaires, d'échanges, de communication, en fait, sont des données assez précieuses. Et elles ont un point commun, c'est que ce sont des données textuelles. Alors comment est-ce qu'on traite ce type de données? Comment est-ce qu'on traite ce type de données textuelles? Le fait de savoir qu'un message relève du cyberharcèlement, c'est ce qu'on appelle un problème de classification binaire. C'est-à-dire qu'on va entraîner un modèle d'intelligence artificielle en utilisant du machine learning qui va être capable de prédire 2 classes. Soit un message est du cyberharcèlement, soit un message est safe. Il faut comprendre qu'une classe, c'est un peu comme une étiquette en fait. Et donc on va essayer de venir étiqueter chacun des messages. Et pour faire ça, on va utiliser des modèles, plus précisément des modèles de deep learning qui se basent sur des réseaux de neurones, qui vont être capables d'analyser des phrases, d'en comprendre le contenu, de pouvoir apprendre qu'est-ce qui fait qu'un message est un message normal et qu'est-ce qui fait qu'un message est un message de cyberharcèlement. Et dans le deep learning pour le texte, on va plus particulièrement utiliser ce qu'on appelle des RNN, des réseaux de neurones récurrents. RNN en anglais, Recurrent Neural Network. Alors comment ça fonctionne? On va d'abord préparer le texte. Une des techniques de préparation est ce qu'on appelle par exemple la lemmatisation, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de trouver la racine du mot, ce qu'on appelle la lemme. Par exemple pour les mots a aimé, j'aime ou a été aimé, eh bien la lemme c'est aimer. Ça nous permet en fait de normaliser un peu les phrases. Alors on peut plus ou moins faire de préparation sur le texte, ça dépend beaucoup du cas d'usage. Après ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer chaque mot en chiffres, parce qu'on ne peut pas utiliser des lettres pour faire des calculs. On ne peut pas envoyer des lettres comme ça dans un réseau de neurones. C'est ce qu'on appelle la vectorisation du texte. On va ensuite créer une représentation dense qu'on appelle des embeddings. Et une fois qu'on a tous ces vecteurs, eh ben on est prêt à les envoyer dans des cellules récurrentes. Alors en bref, la force d'une cellule récurrente, c'est qu'elle va apprendre de ce qu'on lui donne en données d'entrée, mais aussi de l'état de la cellule avant elle. C'est de là d'où vient le mot récurrence dans cellule récurrente. Et en fait, c'est par ce chaînage qu'elle va pouvoir apprendre la relation entre les différents mots. Ensuite, on va rajouter quelques couches pour être capable d'apprendre si c'est un 1 ou un 0. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les RNN souffrent d'un gros problème quand il s'agit d'analyser par exemple des phrases trop longues. Ce qu'on appelle en anglais le vanishing gradient problem. C'est-à-dire que l'information de la première cellule va avoir tendance à disparaître dans le chaînage. Alors que peut-être c'est l'information la plus importante. Alors c'est pour pallier un peu à ce problème que maintenant on utilise des cellules un peu plus complexes que uniquement des cellules RNN. Par exemple des cellules LSTM ou GRU, qui vont permettre d'avoir souvent de meilleurs résultats, mais qui en échange sont aussi plus longs à entraîner. Et oui, on n'a rien sans rien. Et typiquement, c'est ce type de méthodes qui ont été utilisées par Serena et Elena pour analyser du texte. Et oui, vous constatez que ces modèles d'intelligence artificielle n'ont rien de trivial. Mais avec ces modèles, on arrive à des conclusions, des résultats hyper intéressants. Et pour ça, on reprend la discussion avec Serena et Elena, qui vont nous expliquer les résultats qu'elles ont obtenus. Les différents modèles que vous avez utilisés, vous en grande partie, j'ai lu vos 3 papiers de recherche, hyper intéressants d'ailleurs, c'était en grande partie des RNN et des LSTM, c'est ça? Oui, donc dans cette étape-là, on a des classifieurs binaires. Mais après, on est en train d'explorer aussi tout ce qui est catégorisation plus fine.
être capable de dire ces messages-là font référence à de la misogynie, ceux-là font référence à de l'islamophobie, etc., etc. Ce qui devient de plus en plus intéressant, parce que le but final serait celui d'être capable de produire des contre-argumentaires pour effectivement essayer d'expliquer aux personnes qui ont écrit ce tweet ou ce message pourquoi ce qu'ils disent n'est pas vrai ou... Intéressant, ça veut dire que ce n'est pas uniquement de l'analyse et de la détection, mais ça sera aussi, du coup, de pouvoir répondre. Exact. Réussir à trouver des moyens aussi d'améliorer les modèles existants? Alors, oui. Dans le cas spécifique pour l'italien, par exemple, on s'est positionné à la première place dans un défi. Félicitations. On avait gagné le défi il y a 2 ans, je crois. Oui. En proposant une architecture qui était assez performante sur les données pour Twitter, Facebook, et même en essayant de mélanger, par exemple, apprenant la tâche sur Twitter et en la testant sur Facebook, etc. Donc du multiplateforme, parce que chaque plateforme a ses spécificités. Donc oui, effectivement, on a contribué à avancer l'état de l'art. Il reste encore pas mal de travail à faire, surtout pour, il y a tout un, comment dire, des types de messages qu'on n'est pas forcément capable à attaquer aujourd'hui. Par exemple, tout message qui contient des métaphores, donc la subtilité dont Serena parlait, les messages implicites. Là, on a encore du mal sur certains messages à être capable justement de détecter qu'il s'agit de messages de haine. Et aussi, je pense que les systèmes de détection de cyberharcèlement, ils doivent être hyper dépendants, pas uniquement du texte, mais dépendant de plein d'autres paramètres en vérité. Oui, tout à fait. Par exemple, dans les projets CRIP notamment, on prenait en compte non seulement les textes, les purs textes, mais aussi la structure du réseau. C'est-à-dire, si on prend un utilisateur, on dit qu'un utilisateur est un nœud dans un réseau. C'est ce qu'on voit, exactement. Du coup, là, un utilisateur, c'est un nœud dans les réseaux. Et là, on voit quand il échange des messages avec les autres utilisateurs, là, il y a un petit arc qui est dessiné. Et les patrons, disons, classiques du cyberharcèlement, c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de messages par les autres nœuds, mais qui répond pas très fréquemment. Mais ça, c'est un patron qui n'est pas spécifique qu'au cyberharcèlement. Mais bien sûr, si le contenu du message est du discours de haine, et il y a ces patrons, il est fort probable qu'on aille devant nous un cas de cyberharcèlement. Oui, ça veut dire que pour analyser un cas de cyberharcèlement, ça ne va pas dépendre uniquement du texte qui est dit, parce que le texte, ça peut être du sarcasme, de l'ironie, des blagues, mais ça va aussi dépendre d'une certaine analyse de graphe, de la position de la personne dans le nœud, de comment elle échange, à quel niveau elle échange avec d'autres personnes, etc. Après, bien sûr, on peut aller vers de la détection de la haine en ligne plus poussée. On est en train aussi de commencer un peu dans cette vague, c'est-à-dire on prend en compte des données multimodales. Du coup, on prend en compte les textes, mais d'autre côté, on prend en compte aussi les images, les vidéos. Là, ça dépend beaucoup si c'est, je sais pas, Instagram, les images, si c'est TikTok, les vidéos, et du coup, les commentaires. Et là, les images et les vidéos vont nous donner beaucoup d'informations aussi. Du coup, vous avez utilisé aussi des emojis pour mieux détecter les cas de cyberharcèlement. Ils contiennent de la sémantique. En fait, ça s'ajoute au contenu de la phrase et ça peut modifier le sens de la phrase. Donc, par exemple, on peut imaginer un message qui contient des insultes et après, il se termine avec un smiley qui sourit, par exemple. Alors, on peut comprendre que c'est peut-être en fait juste un message entre amis et qui ne voulait pas être vraiment offensif. Voilà. Ça veut dire, est-ce que les emojis, ce que tu disais tout à l'heure sur la subtilité, est-ce que les emojis aident à mieux comprendre la subtilité? Oui, souvent en fait, il y a du sarcasme grâce aux emojis souvent. Donc il y a un message qui a l'air sérieux, mais si un emoji après n'est pas sérieux, alors là, effectivement, on peut comprendre que voilà, il y a comment dire, un changement de sens de la phrase. Et ces règles-là, c'est pas vous qui allez les mettre dans la machine, c'est la machine d'apprendre. On essaye de les apprendre. Vous essayez de les apprendre au maximum. Oui, tout à fait. Et vous avez trouvé des choses que la machine a apprises sur les emojis que... En fait, on a les embeddings qui sont beaucoup utilisés pour le langage et on a aussi des emojis. Des embeddings pour les emojis. Mais ça veut dire que vous avez les vecteurs de tous les emojis et vous savez quel emoji est plus proche de quel emoji. C'est ça. Ah, trop bien. Parce qu'en fait, les emojis, quand on les traduit, on n'a plus seulement le smiley, par exemple happy, sad, etc. Là, souvent, on peut avoir la femme blanche qui nage, etc. Et donc, tout ça, on l'enchaîne pour avoir un vecteur. Incroyable. Ça veut dire qu'il y a du word to vec. Est-ce que vous avez fait du emoji to vec? Oui, c'est pas nous qu'on l'a fait. Ouais, mais oui, quelque chose comme ça. Donc ça existe. Oui. Et donc, c'est grâce à toutes ces innovations que le machine learning nous permet d'avoir des résultats extrêmement intéressants et de rendre le monde meilleur si on peut lutter contre les situations
de cyberharcèlement. Cette vidéo, elle a été réalisée à la demande de Écosciences Province Alpes-Côte d'Azur dans le cadre des vidéos éco-scientifiques. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'intégralité des échanges qu'on a eu avec Serena et Elena en version longue, non coupée, sur leur chaîne. Retrouvez le lien dans la description. Il y a d'autres créateurs aussi qui participent à cette initiative. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. En attendant, je vous dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.